l'IA s'est initiée progressivement dans nos domaines de recherche et quelles sont les perspectives qu'on peut attendre voilà, pour l'IA dans les prochaines années. Alors, le titre de la présentation, il est assez ambitieux, IA et environnement, une révolution, assez ambitieux parce que déjà, IA et environnement, c'est extrêmement large, et puis est-ce que c'est une révolution ou pas, je ne suis pas sûre de vous apporter la réponse à la fin, mais au moins quelques éléments d'éclairage, j'espère. Et je voudrais dire aussi que la présentation ne va pas couvrir tous les domaines de l'environnement, parce que déjà, j'en suis pas capable, et elle va être volontairement biaisée vers ce que je connais le mieux, c'est-à-dire l'IA pour la prévision météorologique et climatique. Alors, en introduction, on voudrait rappeler que l'IA, c'est déjà quelque chose qui est extrêmement vaste et qui recouvre une variété d'outils qui est assez impressionnante. Je pense qu'on peut dire que quasiment tous dans la salle, vous avez peut-être déjà fait de l'IA si on considère qu'une régression linéaire et que des systèmes d'experts, c'est de l'IA. Donc, pour démystifier un peu, voilà, l'IA, c'est pas un ovni, c'est des choses finalement qu'on connaît bien. C'est des outils qu'on connaît spécialement bien dans la communauté des sciences environnementales, donc un outil qui n'est pas nouveau. Néanmoins, il y a eu deux évolutions importantes sur les dernières années. La première, c'est qu'il y a eu une très forte augmentation de l'utilisation de ces outils dans nos domaines. Alors, pour vous convaincre de ça, j'ai utilisé comme proxy ce qu'on voit sur l'image de gauche. C'est le nombre de publications qui utilisent des méthodes d'IA. Donc on voit entre 1998 et 2023, et on voit une très nette augmentation depuis 2018-2019. On passe sur une augmentation exponentielle du nombre de publications qui vont utiliser ces méthodes. La deuxième évolution, c'est en termes de technique. Donc je disais, une régression linéaire, c'est de l'IA. Oui, mais aujourd'hui, quand on parle d'IA, implicitement, ça fait référence en fait à des méthodes d'apprentissage profond qui utilisent des réseaux de neurones. Et ça, on le voit très bien, cette évolution, donc avec le deuxième proxy sur la figure de droite, qui en fait montre le type de méthodes d'IA qui sont utilisées dans les présentations qui sont faites dans une conférence de l'AMS dédiée aux méthodes d'IA. Donc déjà on voit que la figure commence en 98, donc on faisait effectivement de l'IA avant les années 2000. Sauf que si on regarde le type de méthode qui était utilisée, et en gros de 2000 à 2015, c'était essentiellement ce qu'on appelle des algorithmes génétiques, de la fuzzy logic, des méthodes à base d'arbres de décision. Et puis il y a le gros bloc noir qui arrive en 2017-2018, deep learning. Voilà. Donc on a réellement une évolution des méthodes et un développement de ces méthodes à base de réseaux de neurones. Et enfin, pour terminer là-dessus, pour vous dire que ces méthodes ne sont pas nouvelles dans notre communauté. À l'AMS, à la conférence AMS chaque année, il y a une conférence qui est dédiée aux méthodes d'IA pour les sciences environnementales, et cette année, c'était la 24e conférence de ce type. Alors, est-ce qu'on peut s'étonner de cette utilisation accrue des méthodes d'IA dans notre domaine ? Je dirais non, finalement, parce que notre domaine, il présente toutes les caractéristiques qui sont propices au développement de l'IA, à savoir qu'on utilise et qu'on produit un nombre de données vraiment faramineux, que ce soit des données d'observation ou des données de modélisation. On sait bien que la donnée, c'est le nerf de la guerre dans les méthodes d'IA. Donc déjà, le fuel pour l'IA est là, en fait, dans nos domaines. Et puis si on s'intéresse aux tâches aussi dans nos domaines, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire beaucoup de prévisions, évidemment. On va faire aussi beaucoup de traitement de données. Ça, on est en plein dans ce que c'est faire l'IA. Donc finalement, cette émergence de l'IA dans nos domaines n'est pas si surprenante, elle est même naturelle, je dirais. Alors je vais revenir sur les 5 dernières années et quelques-unes des leçons apprises sur les premières années d'utilisation de l'IA dans nos applications. Le premier, c'est que l'IA est là pour rester. Donc je pense qu'on s'est tous beaucoup posé la question à un moment, l'IA c'est un phénomène de mode, ça va faire cheat dans 3 ans, on n'en parlera plus. Alors non, je pense que maintenant on est tous à peu près convaincus que l'IA c'est vraiment, et au sens deep learning notamment, c'est là pour rester. Alors tout ce qui est en train d'être exploré ne débouchera peut-être pas sur des applications opérationnelles ou sur quelque chose de pérenne, mais en tout cas il y aura un certain nombre de choses à garder, c'est certain. Il y a eu énormément de réalisations et j'essaierai d'en montrer quelques-unes après. Néanmoins, jusque-là, c'est des applications qui se concentrent pas mal au niveau de la recherche. Le transfert vers l'opérationnel est encore assez limité et ce sera certainement quelque chose qu'on pourra mentionner comme perspective pour les 5 ou 10 années à venir, d'augmenter le nombre de transferts vers l'opérationnel pour les réalisations les plus convaincantes. Clairement, ça ouvre des nouvelles opportunités. Là aussi, j'en reparlerai après. Des grosses opportunités pour le domaine de la prévision météorologique et climatique, et plus généralement des grosses opportunités pour le traitement des données, et en particulier des données d'observation multisources.
Néanmoins, l'IA, c'est pas gratuit et ça vient aussi avec un certain nombre de nouvelles questions et de challenges. Donc là, je n'ai pas été exhaustive, mais la première, c'est la disponibilité et l'accessibilité des jeux de données, puisque sans jeux de données, on ne fera pas d'IA ou pas d'IA performante en tout cas. Il y a l'aspect boîte noire aussi de l'IA qu'on mentionne souvent, et je pense que pour des applications qui peuvent être assez critiques comme celles qu'on a dans nos domaines, c'est un sujet qu'il faut vraiment creuser, et je pense qu'il n'y a pas eu assez de choses là-dessus. Donc voilà, comment aller plus loin dans l'interprétabilité et l'explicabilité des algorithmes. Il y a aussi des questions qui se posent sur la généralisation des méthodes qu'on développe. Typiquement, quelque chose qu'on entraîne sur des données des 50 dernières années, est-ce que ça va rester valable si je l'applique sur des données typiques d'un climat de 2050, par exemple. Là, on a quelques éléments de réponse, mais pas tout. Et puis, de façon plus pragmatique, pour la mise en œuvre de ça dans nos laboratoires ou nos instituts, c'est aussi un changement de paradigme technologique. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on se forme à des nouveaux outils, à des nouvelles compétences à acquérir, et puis aussi à aller vers du développement pluridisciplinaire. Donc c'est pas complètement automatique, ça nécessite de se réinventer aussi un peu. Et le dernier point, c'est pas le moins important, c'est que c'est un domaine qui évolue extrêmement rapidement. Généralement, quand on commence un projet en IA, on est quasiment sûr que la solution qu'on a choisie, elle est déjà obsolète. Donc ça nécessite d'être extrêmement réactif, flexible, chose voilà, ça nous bouscule aussi un peu, parce qu'avant on développait des modèles qui restaient valides pendant plusieurs années et qu'on améliorait de façon incrémentale. Aujourd'hui, c'est une philosophie complètement différente. Alors ici, j'ai essayé de tenter de dresser un panorama des différentes applications de l'IA dans le domaine des sciences environnementales. Donc c'est probablement très incomplet, et j'ai aussi identifié deux grandes catégories. Donc en bleu, on a les applications dans le domaine de la prévision, et puis en vert, ça va être plus des applications dans le domaine du traitement d'images, et en particulier du traitement d'observation. Donc en termes de modélisation, l'IA a montré des résultats très convaincants pour émuler certaines parties de nos modèles physiques, notamment ce qu'on appelle les paramétrations physiques. Il y a des applications qui sont aussi vraiment assez bluffantes dans le domaine de la prévision immédiate, parce que la prévision immédiate, c'est de l'extrapolation d'observation. Aujourd'hui, on a des méthodes d'interpolation qui sont assez frustes, et l'IA permet de faire des choses beaucoup plus complexes. Un point sur lequel je reviendrai, parce que c'est un des points qui nous bouscule le plus, je pense, c'est l'émulation complète des modèles de prévision. Et puis on peut mentionner la prévision hybride aussi. Voilà, on conserve un peu de physique et on fait entrer l'IA dans les modèles physiques. En termes d'IA pour du traitement de données et d'observation, il y a des applications très intéressantes pour faire de la super résolution, par exemple gagner en finesse spatiale sur de la donnée observée, ou alors compléter des trous de lean painting. Des fois on a des trous dans des séries de données, ou même spatialement, donc on peut essayer de compléter ces données avec de l'IA. De la classification d'images aussi, par exemple, une des applications que je représente ici, c'est une des applications qu'on fait à Météo France. On a un réseau d'images webcam, on essaye de savoir s'il y a de la neige sur les images ou pas. Donc ça, c'est typiquement une application des méthodes d'IA qu'on utilise pour de la classification d'images. Comme on classifierait une image de chien ou de chat, nous on va classifier neige, pas neige. Pour de la détection d'objets ou de structures aussi, pour reconnaître des phénomènes type cyclones tropicaux ou des pressions dans des images ou modélisées ou observées. Bon, voilà, je ne vais pas m'étendre plus. Tout ça pour vous montrer que le panel d'applications il est extrêmement large. Et dans ces applications, en fait, il y a des applications qu'on faisait déjà, mais avec des méthodes un peu plus à la main, on va dire, qui s'appuyaient sur des seuils, par exemple, pour de la reconnaissance ou de la classification. Donc l'IA va permettre de faire les choses avec un meilleur niveau de qualité et aussi plus rapidement. Et puis dans ces applications, il y en a des complètement nouvelles aussi, et qui annoncent un vrai changement de paradigme. C'est par exemple le cas des émulateurs de prévision. Alors c'est justement là-dessus que j'ai choisi de faire un focus. Donc est-ce que l'IA c'est une nouvelle voie pour la modélisation de l'atmosphère? Sous-titre, est-ce qu'on peut remplacer toute ou partie des modèles physiques par de l'IA? Alors j'en parle parce que c'est probablement l'application déjà la plus inattendue, la plus rapide et la plus disruptive aussi dans nos domaines. Donc je parle pour la modélisation de l'atmosphère, mais ça s'étend en fait pour la modélisation de tous les compartiments de l'environnement. Alors, une petite chronologie rapide. Donc, je pense qu'il y a 10 ans de ça, si on nous avait posé la question, ou si on nous avait parlé d'une possible émulation, remplacement des modèles par de l'intelligence artificielle, je pense qu'on se serait dit vraiment quelle drôle d'idée.
En 2018, alors il y a un article assez fondateur du Centre européen de Peter Dubin et Peter Bauer qui avait, dans un cadre très simplifié, essayé d'émuler du géopotentiel à 500 hectopascales pour ceux à qui ça parle, donc à une résolution relativement large. Et leur conclusion était oui, un jour ça va probablement marcher, mais vraiment, ne vous inquiétez pas, on a le temps, on sera tous à la retraite d'ici là, parce que vraiment, on n'y est pas encore du tout. En 2021, le message il est tourné un peu différemment. Là, on a un papier qui dit Can Deep Learning beat numerical weather prediction? Bon. Et puis alors le vrai virage, il s'opère en 2022 avec Google, notamment Google, Nvidia, Microsoft, qui là nous propose donc des modèles qui rivalisent quand même, faut le dire, avec les modèles physiques. Donc on ne s'y attendait pas vraiment, c'est branle-pas de combat dans la communauté, et donc les services météorologiques se mettent en action sur cette thématique, et le premier à réagir, comme souvent d'ailleurs, c'est le Centre européen de prévision météorologique à moyen terme, qui sort son propre modèle d'IA, voilà, fin 2023, c'est le modèle AIFS. Alors cette arrivée des émulateurs, c'est un changement de paradigme à double titre. C'est un changement de paradigme scientifique, puisque voilà, on ne repose plus sur la physique, mais sur des statistiques, finalement, de l'apprentissage sur de la donnée. Et c'est aussi un changement de paradigme en termes de production. Parce qu'aujourd'hui, faire tourner un modèle de prévision, mais météo d'ailleurs, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Il y a un gap technique à franchir qui est assez important. Par contre, faire tourner un modèle d'IA, une fois qu'il est entraîné, juste dans sa phase d'inférence, c'est beaucoup plus accessible, et c'est quasiment accessible au plus grand nombre. Donc ça pose des questions aussi sur l'avenir de la production. Donc voilà, peut-être que dans 5 ou 10 ans, on pourra tous faire tourner nos prévisions sur notre laptop. Donc là, je vais passer assez vite. Donc pour continuer sur l'IA et la modélisation, donc il y a 2 grandes voies qui peuvent être suivies. La première qui avait été prise donc il y a 5-6 ans, c'était de la prévision hybride. Donc là, on restait encore assez raisonnable finalement. On gardait le cadre classique de la modélisation physique et on allait juste mettre des bouts d'IA dedans. Ce qui avait l'avantage de ne pas complètement tout casser ce qu'on connaît, et de garder une forme de cohérence physique apportée par la modélisation qu'on connaît bien. Et puis donc à la deuxième branche, où voilà, on ne cherche plus à garder ce modèle physique et on remplace complètement tout par un émulateur. Alors je pense qu'en termes d'émulateurs, beaucoup de noms sont familiers, vont être familiers à vous qui êtes dans la salle. Donc il y a le modèle GraphCast dont on a beaucoup parlé, le modèle de Google, le modèle Pangu Weather de Huawei, donc celui du Centre européen. GenCast qui est sorti décembre, donc c'est extension du modèle GraphCast, mais pour faire de la prévision d'ensemble cette fois-ci. Bon, j'ai pas été exhaustif parce que ces émulateurs, il en sort tous les mois. Donc c'est même difficile de se tenir au courant. Donc là j'ai mis un lien qui essaye de répertorier tout ce qui existe en termes d'émulateurs, mais je ne suis même pas sûre que ce lien-là soit complètement à jour. Alors pour ceux que ça intéresse, on peut voir déjà des sorties de ces émulateurs, notamment sur le centre du site européen. Il y a 6, je crois, modèles de prévision par IA qui sont produits chaque jour. Et qui permettent de vérifier que c'est des modèles qui marchent relativement bien, et même sur les prévisions d'événements extrêmes. Typiquement, j'ai regardé la semaine dernière ce que ça donnait sur la tempête Eowyn, qui était d'une intensité assez exceptionnelle sur l'Irlande, et c'est une tempête qui était vue par quasiment tous les émulateurs plusieurs jours à l'avance. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ? Alors je pense qu'un message important à faire passer, c'est que ces émulateurs, ils ne sortent pas de nulle part. Si on a pu les faire, c'est aussi la conséquence de 50 ans de modélisation avant. Puisque pour entraîner, je disais, il faut de la donnée. Et là, un des points communs à la plupart des émulateurs, c'est qu'ils ont été entraînés sur un jeu de données commun, quasiment. C'est le jeu de données RA5. Donc ce jeu de données de réanalyse à une résolution globale d'environ 30 km, donc disponible depuis les années 40. Ça a été, je pense, le point de départ de ces émulateurs. Après, en plus du jeu de données, il faut une architecture, il faut ces modèles de réseaux de neurones, d'apprentissage profond. Donc là, on retrouve une diversité d'architectures dans laquelle je ne vais pas rentrer en détail, mais on a des réseaux de neurones convolutifs, des transformers, des réseaux sur graphes. Bon, il y a plusieurs solutions technologiques possibles. Donc la plupart des émulateurs sont restés dans un cadre déterministe, mais on commence à voir les premiers modèles probabilistes. C'était le cas du modèle GenCast que j'ai montré sur une diapositive précédente. Un point important, qu'est-ce que ça vaut ?
les performances, elles sont bonnes. Je pense qu'au début, on a eu quelques doutes par rapport aux performances qui étaient affichées dans les publications de Google, mais les évaluations, elles ont été refaites par plusieurs services météorologiques nationaux et on retrouve ce qui avait été avancé. Donc on a des performances qui sont vraiment bonnes sur une large gamme de paramètres et d'échéances aussi. Donc tout n'est pas parfait, il y a encore des faiblesses qu'on connaît bien, mais le niveau de maturité est quand même assez intéressant. Je le disais sur la prévision des événements extrêmes, ils sont bons. Alors ils sont bons pour tout ce qui est notamment cyclones tropicaux. Sur la trajectoire des cyclones, c'est assez bluffant, un peu moins sur l'intensité, mais la trajectoire est vraiment bonne. Un gros point positif, c'est le temps de calcul. Là où aujourd'hui on va mettre 1 heure pour faire une prévision à 2 jours, là on va mettre quelques minutes maximum. Donc pour de la production opérationnelle, ça ouvre des perspectives qui sont aussi assez intéressantes. Un point noir sur lequel je reviendrai, le côté boîte noire. Aujourd'hui, si on nous demande d'expliquer comment marche GraphCast, qu'est-ce qu'il a appris comme relation physique, il y a eu des premières études qui ont essayé de voir si on retrouvait dans GraphCast, dans les prévisions de GraphCast, des grands équilibres atmosphériques bien connus. Mais voilà, je pense qu'il nous manque encore beaucoup de briques pour bien comprendre ce que ces modèles font. Alors je ne vais pas dire que le problème de la modélisation globale par IA est complètement résolu, mais en tout cas il est très très bien avancé, peut-être même qu'on commence à atteindre un plateau sur ce point-là. Maintenant je dirais que l'enjeu actuel il est sur la modélisation régionale. On a encore dans la littérature très peu d'émulateurs à l'échelle kilométrique par exemple. Par contre, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus, Météo France en particulier. Voilà, et je pense qu'en 2025, c'est un sujet sur lequel on devrait avoir pas mal de réalisations. Alors maintenant, on va essayer de se projeter un peu dans le futur, sur les 10 prochaines années, où est-ce qu'on peut attendre l'IA. Alors là, j'ai essayé d'identifier quelques ce que j'appelle hot topics. Il y en a un qui me paraît important, c'est celui en haut, Learning from Observations. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de méthodes qui ont été développées à partir de données modélisées, c'est le cas des émulateurs. Je pense que dans les 5 prochaines années, l'enjeu il est d'apprendre sur des observations, et en particulier sur des observations multisources, pas sur un seul type d'observation, mais d'arriver à combiner des observations qui ont des résolutions spatio-temporelles différentes, qui ont de la variabilité aussi temporelle qui peut être importante. Il y a aussi un enjeu sur l'extended range, donc on a beaucoup parlé de prévision météo, il y a des choses qui se font dans le domaine de la prévision climatique, et l'entre-deux n'a pas encore été beaucoup regardé. Typiquement la prévision saisonnière, c'est pas encore un domaine qui s'est beaucoup emparé de l'IA, mais on commence à avoir les premières réalisations, et aussi les premiers projets de recherche qui émergent sur cette thématique-là. Les événements extrêmes, et évidemment ça reste le nerf de la guerre pour tout centre opérationnel, notamment donc améliorer la représentation des événements extrêmes avec l'IA. Un point que j'ai déjà mentionné, IA certifiable et de confiance, notamment si on veut aller vers plus d'opérationnalisation des différentes applications de l'IA, il va falloir qu'on ouvre un peu plus le capot. Les modèles de fondation, ça a été beaucoup mentionné dans la présentation précédente. Alors, modèle de fondation, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, c'est ce que j'appelle le couteau suisse de l'IA. Dans le sens où aujourd'hui, si on veut faire de la prévision globale, on développe un modèle pour la prévision globale. Pour faire de la prévision régionale, on développe un modèle pour la prévision régionale. Donc, c'est des petits chantiers spécifiques à l'application qu'on vise. Le modèle de fondation, sa philosophie, c'est qu'on a un modèle à tout faire, qui est basé sur un apprentissage de représentation. Donc on apprend une représentation globale de l'atmosphère, et à partir de là, on tire des fils vers l'application et la tâche qu'on souhaite traiter. Donc l'avantage, c'est que toutes les tâches sont dérivées d'une représentation uniforme, donc on peut s'attendre aussi à plus de cohérence entre les différentes applications à Val. Donc le modèle de fondation, voilà, c'est clairement quelque chose vers laquelle on se dirige, même si je pense que le débat est encore ouvert entre est-ce qu'il faut faire plein de modèles spécifiques ou un gros modèle de fondation. On n'est pas vraiment sur l'IA frugale aussi avec le modèle de fondation. Or, l'IA frugale, c'est aussi un thème qui est assez à la mode. L'IA générative, ça a aussi été mentionné, que ce soit pour des tâches de prévision, mais aussi pour des tâches un peu plus à la marge, par exemple les LLM, les modèles de langage. On voit que ça se développe aussi dans notre communauté pour interroger des bases de données ou des choses comme ça. Et un point aussi très important, c'est l'aspect système couplé. J'ai beaucoup parlé d'atmosphère, mais en fait l'IA, c'est aussi des choses qui se développent dans les autres compartiments.
Alors, pour creuser un peu plus ces différentes perspectives, alors end-to-end approaches, donc c'est l'idée d'apprendre directement sur les observations et d'aller aussi jusqu'à l'application et non pas de s'arrêter à la prévision météo pure et dure. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on est dans le cercle vert, c'est-à-dire qu'en termes d'émulation, à partir d'un état initial, les émulateurs sont capables de prévoir les états ultérieurs. Par contre, cet état initial, on a toujours besoin de le spécifier et la plupart du temps, il vient des systèmes actuels, c'est-à-dire qu'il vient des systèmes d'assimilation de données. L'enjeu aujourd'hui, il est sur émuler l'assimilation de données. Hein. On remonte et on va essayer d'introduire l'IA dès l'utilisation des observations. Alors, ce qui fait sens, parce que quand on se penche un peu dans l'assimilation, ça a des liens aussi avec les méthodes statistiques et les méthodes d'IA. Et voilà, comme je disais, au lieu de s'arrêter à la prévision météo, on peut aussi faire un système de bout en bout qui va partir des observations jusqu'à l'application qu'on vise. Donc par exemple, ça peut être la production d'énergie renouvelable, ça peut être une décision prise par l'agriculteur. On peut vraiment aller jusqu'au bout de la chaîne. Donc l'enjeu des prochaines années, il est d'étendre le cercle vert vers l'ellipse bleue, entre autres. Donc apprendre depuis les observations, ça a démarré. On a vu les premières réalisations en 2024. Donc là, je ne vais pas toutes les détailler, mais on peut mentionner que le Centre européen encore a pris les devants aussi sur cette thématique. Il a déjà publié deux papiers hein, qui font une première démonstration, en tout cas que c'est possible d'avoir un système qui combine différentes sources d'observation assez hétérogènes. Ensuite, la qualité doit encore être améliorée, il y a encore beaucoup de recherches à faire, mais au moins techniquement, on est capable d'ingurgiter différents types d'observations. Le papier tout en bas, lui, est plus sur une émulation de l'assimilation de données. Voilà, il y a un peu deux approches finalement, c'est est-ce qu'on reste sur l'idée d'émuler un état initial, donc on émule de l'assimilation de données, ou est-ce qu'on squeeze l'étape état initial, on prend juste les observations et on va directement jusqu'à la prévision. Sur l'aspect système Terre et émulation des différents composants du système Terre, alors là aussi on voit déjà beaucoup de choses. On a parlé hier de pollution de l'air. On a un émulateur qui fait de l'émulation de la pollution de l'air. C'est celui de Microsoft. Alors de mémoire, je crois que c'est Aurora, un modèle de fondation qui fait à la fois prévision atmosphérique et prévision de pollution de l'air. On commence aussi à voir pas mal de choses du côté de l'océan. Modèle d'hydrologie aussi, les vagues, l'épaisseur de la glace de mer, modèle de surface, enfin voilà, c'est moins avancé que sur la partie atmosphérique, mais on sent que le sujet est très dynamique et qu'il va y avoir pas mal de réalisations dans les prochaines années. Alors je reviens sur l'idée du modèle de fondation pour vous parler par exemple d'un projet européen qui démarre là, la semaine prochaine, qui s'appelle Weather Generator. Alors Weather Generator, c'est un projet extrêmement ambitieux, donc de développement d'un modèle de fondation européen pour le système Terre, donc qui intégrerait quasiment toute la connaissance dont on dispose sur l'atmosphère et éventuellement sur d'autres compartiments, à la fois des données modélisées, de la réanalyse, de la donnée modélisée en termes de prévision aussi, de la donnée d'observation, et qui à la fin nous permettrait de faire quasiment tout ce qu'on veut pour schématiser grossièrement. Voilà, donc le PI c'est le centre européen, mais il y a une vingtaine de partenaires. Donc à la fois des centres météo, mais pas que, il y a aussi des applicatifs type énergie, santé aussi. Donc on voit qu'on va vraiment jusqu'au downstream, jusqu'aux applications aval. Alors je vais terminer avec cette slide. Je disais au début que l'IA c'est pas gratuit, ça vient aussi avec un certain nombre de challenges. Je dirais que quelle que soit l'application, que ce soit de la modélisation, que ce soit du traitement d'observation, il y a un certain nombre de challenges communs aux différentes applications. La première, c'est la cohérence physique. Alors c'est une question d'ailleurs, hein, est-ce qu'on doit s'inquiéter de la cohérence physique des sorties des émulateurs ou plus généralement des applications de l'IA tant que le résultat est bon, si c'est pas cohérent physiquement, est-ce que c'est grave? Bon, moi je pense qu'il vaut mieux être physiquement cohérent, mais en tout cas ça pose un certain nombre de questions. Déjà, comment l'évaluer? Parce que c'est pas des choses qu'on était habitué à évaluer avec la physique, puisque voilà, par construction la physique était cohérente, enfin, normalement. Donc déjà ça nécessite de se réinventer un peu en matière d'évaluation. Comment on mesure cette cohérence physique et ensuite comment on essaie de la contraindre aussi.
Donc ça peut passer par voilà, des contraintes fortes dans la structure même des algorithmes d'IA, par des fonctions de coût appropriées ou par une construction particulière. La généralisation, ça aussi je l'ai mentionné, je pense que c'est vraiment, on travaille dans un climat changeant, donc il faut que les outils qu'on développe puissent se généraliser, au moins en partie, voilà, sur des cas qui n'auraient pas été vus dans les données d'apprentissage, puisque c'est bien ça la difficulté, hein, c'est qu'un algorithme qui apprend sur de la donnée, il est généralement bon pour reproduire des données similaires, mais il peut peiner un peu dès qu'on lui donne des situations qui sortent de ce qu'il a vu pendant la phase d'apprentissage. Bon là j'ai mis la référence d'un papier qui est sorti l'été dernier. Il est pas mal ce papier, en fait il regarde si les modèles type GraphCast, Pangu, les émulateurs principaux qui existent aujourd'hui, comment ils se généralisent si on leur donne de la donnée qui correspond à différents climats. Donc on a 1950, le climat actuel, et puis 2050. La quantification d'incertitude, alors ça c'est un point que je considère comme majeur aussi. On sait bien qu'aujourd'hui, notamment des prévisions, on ne peut les exploiter correctement que si on a une estimation de l'incertitude qui est associée. Et il y a tout le travail de prévision d'ensemble, par exemple, derrière en modélisation physique. Donc il faut aller vers des approches d'apprentissage qui soient probabilistes. Donc ça, on commence à en voir. Le CEP encore a déjà 2 modèles AIAFS probabiliste avec deux approches différentes. Et puis donc le dernier point, hein, ouvrir la boîte noire avec les méthodes d'IA explicables. Donc quand on regarde la littérature des méthodes d'explicabilité d'IA, il y en a. Par contre, l'application sur des données comme les notes qui sont vraiment de très grande dimension, elle n'est pas évidente. Donc il y a un vrai travail de recherche que je pense, c'est un bon sujet aussi pour rapprocher la communauté environnement avec une communauté un peu plus IA mathématique. Mes conclusions. Bon je pense qu'on ne peut pas le nier, l'IA a vraiment changé le paysage ces dernières années et elle va continuer à modifier ce paysage. Donc parmi les réalisations les plus marquantes de ces dernières années, et en particulier des 2-3 dernières années, c'est l'arrivée sur le marché de ces émulateurs de prévision, ces émulateurs atmosphériques, au moins à l'échelle globale, qui ont été rendus possibles par de la donnée type ERA5, de la donnée en open source. Alors dans les prochaines années, ça ne veut pas dire, oui, un point que je n'ai pas mentionné, tout ça ne marque pas forcément la disparition de la modélisation physique. Hein. Je pense que dans les prochaines années, on est plus sur un paysage où on a coexistence entre les modèles physiques et puis les modèles d'IA. Alors il faut trouver quelle forme de coexistence aussi, mais ça ne veut pas dire qu'on balaye tout ce qui a été fait, et ça ne veut pas dire non plus qu'on arrête les développements sur la physique. Hein. Typiquement, on maintient notre savoir-faire et le développement des systèmes physiques parce que c'est important. C'est aussi important pour l'IA parce que ça fournit de la donnée d'apprentissage. Donc voilà, ça c'est un point important. Et puis développement aussi des émulateurs dans les autres compartiments. Je pense qu'en priorité ce sera l'océan et la surface notamment. Donc le gros challenge à venir, je l'ai dit, c'est de l'IA multimodale, capable d'intégrer une variété de données, à la fois observation, modélisation, avec des caractéristiques très différentes. Et puis donc il faudra aussi travailler sur les challenges, donc pour une meilleure compréhension de ces algorithmes. Et puis dans nos méthodes de travail aussi, je pense que si on veut avancer vraiment efficacement sur ces méthodes, on ne peut pas juste développer entre nous, entre physiciens, comme on l'a fait pour les modèles physiques. Il faut aussi qu'on trouve des partenariats, des collaborations avec les scientifiques du domaine de l'IA. Voilà, je pense qu'on a tout à gagner à rapprocher les communautés sur ces enjeux-là. Maintenant, de façon beaucoup plus pragmatique, le développement de ces applis d'IA, ça pose des questions aussi en termes de ressources de calcul. Voilà, c'est des applications qui sont coûteuses et tous les centres n'ont pas forcément les ressources de calcul qui vont bien. Donc comment est-ce qu'on s'organise pour faire face à ces besoins de calcul qui sont très forts? Comment on s'organise aussi pour produire les jeux de données dont on a besoin pour les prochaines applications d'IA? Produire, c'est une chose, et puis après pour accéder aussi à ces données. Voilà, et je vais terminer là. Merci.